La team, la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui, une vidéo où le président Laurent Gbagbo mettait déjà en garde contre ce que le peuple hébrié subissait sous Alassane Dramane Ouattara. Quand on vous dit que le président Laurent Gbagbo a une longueur d'avance, c'est un vrai politicien. C'est quelqu'un qui anticipe toujours tout ce qui peut arriver. Le président Laurent Gbagbo, quand il avait pris la parole, alors qu'il était à Songo, avait déjà prévenu que les Hébriers ont toujours souffert en Côte d'Ivoire. Et il nous avait expliqué pourquoi, quand il est arrivé au pouvoir, il a nommé des enfants hébriers aux postes importants pour qu'ils puissent eux-mêmes changer les choses. Monsieur Ouattara, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il décide de déposséder les Hébriers de leur propriété. Il ramène un Cissé Bakongo à Abidjan et il fait de lui gouverneur du district d'Abidjan. Cissé Bakongo, lui, il informe que Ouattara lui a nommé pour casser. C'est-à-dire, il a été nommé spécialement pour venir casser et mettre les gens dans la rue. Et ça l'amuse de faire ça. Il prend du plaisir à le faire. Et pourtant, la première vidéo que je vais vous montrer, c'est la vidéo des pleurs. Des personnes qui sont en train de perdre leur maison, qui sont en train de perdre leurs biens. Ils verront comment. Si ces gens n'ont plus de village, si ces gens n'ont plus où rester, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si au nord, on a porté les armes, juste parce qu'une personne voulait être candidat. Mais imaginez-vous si vous mettez tout un village hors de leur propre village. Est-ce que ceux-ci ne seraient pas tentés de porter les armes? Est-ce que ce n'est pas une injustice? Parce que le président Laurent Gbagbo dit lui-même que ce qui fait qu'il n'accepte pas cette histoire, c'est quand il imagine que ceci arrive à son village. Et en imaginant que ça arrive à son village, il s'est dit, c'est inconcevable. Imaginez-vous, mettez-vous à la place de cela. On arrive dans votre village, on casse tout, on démolit les maisons, on décide, on dit on veut faire un défoulement, mais un défoulement dans la souffrance. Et voilà pourquoi, peu importe les défoulements qu'Alassane Ouattara fait, quand il pleut, il y a toujours inondation, il y a toujours mort d'homme. Parce que c'est un très mauvais développement. C'est un développement qui n'est pas là pour servir les hommes. C'est un développement qui est simplement là pour être comme une vitrine à Abidjan pour pouvoir mieux s'éterniser au pouvoir. D'ailleurs, il a fait d'Abidjan la capitale définitive de la Côte d'Ivoire. En dehors du président Félix Houphouët-Boigny, en dehors du président Laurent Gbagbo, le président Bédié, ceux-là qui ont voulu, coûte que coûte, envoyer la capitale totalement à Yamoussoukro, Alassane Ouattara a promis, mais arrivé au pouvoir, il n'a absolument rien fait. Il est en train de s'approprier Abidjan, on dirait que c'est son village. La réalité et la souffrance de beaucoup de citoyens en Côte d'Ivoire. Parce que le gouvernement d'Alassane Ouattara est vraiment sans scrupules. Ils ont une forme de déguerpissement qui est vraiment brutale, qui est mal faite, qui est faite sans respect. Mais ils vont se brûler les doigts eux-mêmes. Parce que c'est Ibrahim Bakogo l'a dit. Il a été envoyé et nommé comme ministre-gouverneur d'Abidjan pour faire le ménage. C'est-à-dire Alassane Ouattara lui a dit, je te nomme, monsieur, vas-y, casse tout. On s'en fout de savoir qui a droit et qui n'a pas droit. Casse tout. C'est moi qui paye les factures. Et lui, il est en train de payer cher tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui dans le lycée d'Abidjan. Et c'est le début. Parce que ce qui va se passer pendant les élections et avant les élections ne sera que de leur propre faute. La team, vous-même regardez en image tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Regardez ce qu'ils ont fait. Regardez, vous-même regardez. C'est pas bien. C'est pas bien. Hein? C'est pas bien. Ils ont gâché la vie des gens. Personnellement, on n'a pas reçu d'informations qui vont casser. C'était d'après eux, c'était le lundi, ce lundi-là. D'abord, ils ont surpris les gens. C'est le dimanche qu'ils sont venus. Ils ont commencé à raser devant là. Ils n'ont même pas informé qui que ce soit. Apparemment, hier, à 16h, ils sont venus distribuer des papiers les gens qui sont dans les magasins, là. Donc, hier, ils ont commencé à vider. Bon, magasin, on se retrouve encore, c'est dans les maisons, encore, ils sont en train de casser. Donc, on ne sait plus, on ne sait même pas la limite même. Si on doit rester, si on doit ramasser les affaires pour partir, on ne sait pas. Ils ont dit que c'est pour limiter, c'est limite, maintenant ça prend tout. Cette situation soulève des questions cruciales sur la gestion des espaces urbains et des droits des populations locales. En attendant, les habitants d'Adjamé indéniés pleurent la perte de leur vie. L'histoire des lébriers et d'Abidjan
il faudrait que les cadres du PACI, avec Achouadou à leur tête, inscrivent ça pour qu'on en fasse un colloque. Parce que ce qui est arrivé aux ébriers, il faut que nous veillions à ce que ça n'arrive pas aux autres peuples de Côte d'Ivoire. C'est en 1930, que le colonisateur qui voulait construire un port en eau profonde sur les côtes de la Côte d'Ivoire a découvert ce qu'on appelle le trou sans fond. Donc, en 1930, ils ont décidé de déménager la capitale de Benjerville et de l'amener à Abidjan à cause de ce trou. Mais quand ils sont venus s'installer à Abidjan, ils n'ont pas pensé au peuple qu'ils allaient trouver à Abidjan. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pensé aux ébriers. Ils ont pensé à construire leur ville, leur capitale, un point, un trait. L'urbanisation d'Abidjan a dépouillé totalement les ébriers. Plus la ville se développait, plus les ébriers étaient dépossédés de leurs terres. C'est pourquoi, quand je suis devenu président, j'ai fait ce que j'ai pu pour donner à des fils d'ébriers des postes qui pouvaient leur permettre d'essayer de corriger un peu eux-mêmes. Parce que je me disais, si ça arrivait dans mon village, qu'est-ce qu'on deviendrait? Sinon, c'est pas parce que je suis particulièrement généreux, mais c'est parce que j'ai réfléchi un peu. Tout est parti. Tout est parti. Je vous dis Yako pour ça. Je vous dis Yako pour cette grande souffrance. Parce qu'en Afrique, où les peuples sont paysans, un peuple qui n'a plus de forêt, qui n'a plus de brousse, qui n'a plus... À cela s'ajoute, comme irrégularité, le changement des lieux de vote des électeurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En principe, quand on ouvre la période d'enrôlement, la CEI peut si vous avez déménagé, vous pouvez vous manifester en disant bon, je n'habite plus Cocody, désormais j'habite à Djamé, j'habite à Tégoubé, vous fournissez les éléments justificatifs et puis on va vous relier au lieu de vote le plus proche de votre domicile.
Donc vous pouvez faire une demande de changement de lieu de vote. D'accord? Alors, il y a des personnes qui ont fait la demande de changement de lieu de vote, et puis on n'en a jamais tenu compte. Elles sont faites, et puis lorsqu'elles veulent venir voter, on les a laissées dans la précédente commune de résidence. Vous allez me dire, bon, il peut y avoir, soyons tolérants, il peut y avoir des petits problèmes techniques qui ont fait que le changement n'a pas été tenu compte. D'accord. Mais alors que dire des personnes qui, elles, n'ont rien demandé? Elles sont tranquilles. Elles votent dans leur lieu de vote à découper, elles n'ont pas de problème. Et puis, lorsqu'elles arrivent, elles constatent qu'on les a balancées à Gagnoa, ou qu'on les a balancées à Boaké, ou qu'on les a balancées à Louvron ou à Bobo. Elles, là, comment on explique qu'on les a changées de lieu de vote? Pire, il y a des personnes qui se disent « Ah non, moi on ne va pas m'avoir. Quand la liste électorale provisoire va sortir, je vais voir si mon nom figure bien sur mon lieu de vote. Donc si il y a bien mon nom sur la liste électorale au bon lieu de vote. » Et puis les personnes, elles y vont. Et puis elles voient leur nom. Elles disent « Ah, c'est bon. » Et puis le jour du vote, lorsqu'elles viennent, il n'y a plus leur nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment de l'édition de la liste électorale définitive, on a sorti leur nom pour les balancer quelque part. Ça a touché tellement de personnes. Tellement de personnes. Et ça, ils le font. Alors ça, ils ont beau dire, hein, mais on est à plus de 370 000 électeurs hein, qu'on a changé de lieu de vote comme ça. Plus de 370 000. Et quand c'est fait au moment de l'édition de la liste électorale définitive, bah par définition, plus aucun recours n'est possible. Plus aucun recours n'est possible. Il y a ceux qui s'en rendent compte parce qu'ils vont quand même revérifier la liste électorale définitive. Mais bon, lorsque vous êtes à la décision on vous a balancé à Boaké ou à Yamoussoukro, vous n'allez pas aller jusqu'à là-bas juste pour aller voter. Donc ils savent que comme ça, on vous a éliminé, on vous a neutralisé. Et puis il y a des personnes qui n'ont pas vérifié puisqu'elles savent qu'elles ont toujours voté au même endroit. Et puis elles, lorsqu'elles arrivent le jour même, bah, elles ne peuvent pas voter. Et elles ne savent même pas où est-ce qu'on les a balancées. Donc voici quand même ce qui est assez grave ici. Et tout ça, tous ces éléments interviennent avant les élections. Autre cas d'irrégularité, c'est la fermeture et l'éloignement des lieux de vote. Ça, c'est une autre technique aussi. Vous avez toujours l'habitude de voter dans un lieu de vote déterminé. Le jour du vote, vous dites, bon, je vais venir et je vais voter. Sauf que eux, là, ils ont déjà changé la cartographie. Donc, quand vous arrivez, on vous dit non, maintenant vos lieux de vote, ils se situent à 10, 15, 20 km, des fois 30 km. Donc les gens ne peuvent pas voter. Voilà comment on élimine tout un électorat. Le jour du vote. Mais tout a été fait bien avant, puisque la cartographie, par exemple, c'est en ce moment qu'on travaille, qu'ils sont en train de travailler la cartographie. C'est là. Pour les élections de 2025, c'est maintenant qu'ils sont en train de travailler sur la cartographie. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. L'autre élément d'irrégularité, tout aussi insidieux, c'est les décisions de dernière minute du gouvernement ivoirien. On l'a vu lors des élections locales de 2023. Qu'est-ce qu'il fait? Il change tout simplement les règles du jeu. Au moment où les candidats étaient en train de constituer leur dossier, voir si bon, leur liste était complète, s'il n'y avait pas de problème, si les dossiers étaient complets pour éviter des rejets, eux, discrètement, ils font passer des décrets qui modifient les délais de recours. On modifie les délais de recours dans le dos des candidats. Et puis le candidat est tellement occupé à sa campagne, à préparer sa campagne, à constituer son dossier, il ne voit pas ça. Et puis il ne peut pas penser
qu'on est en train de changer les règles du jeu à 1-2 mois des élections. Il le fait. Voilà comment même des candidats qui ont des éléments de preuve pour faire un recours, au moment où ils veulent le faire, eh bien, ils se retrouvent forclos. On dit c'est trop tard, le délai, il a expiré. Mais comment ça, il a expiré? Je dispose de temps. Ah non, 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 la loi a changé. Ah, vous pouvez aller vérifier. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant, et ce d'autant qu'en fait, il y a des dispositions, notamment du protocole de la CEDEAO, qui interdisent qu'on fasse ça, qu'on procède à des modifications 6 mois avant les élections. Donc, de toute manière, c'est interdit par la loi, mais c'est fait quand même. Ça intervient quand même. Je n'ai même pas encore abordé la fraude. Hein. Ça, ce sont que les irrégularités qui aboutissent à des fraudes. Évoquons maintenant les cas de fraude avérés. Le premier cas de fraude que je trouve personnellement scandaleux, parce que pour le coup là, on le voit, on le démontre, c'est l'usurpation d'identité, les cas d'usurpation d'identité. On a quand même trouvé des milliers de personnes sur la liste électorale qui avaient le même nom, le même prénom, la même date de naissance, les mêmes parents, qui sont nés aux mêmes endroits et qui sont nés la même année aux mêmes dates. Bref, ce sont des cas d'usurpation d'identité. Ce sont des cas d'usurpation d'identité. Quand il y a eu ça, parce que ça concerne quand même des milliers de personnes, là encore, on informe la CEI. On dit, mais là c'est flagrant, regardez vous-même. Vous avez 3, 4, 5 personnes qui ont la même identité. On dit, mais c'est des cas, c'est manifeste, c'est frauduleux. Et l'usurpation d'identité, c'est un délit, c'est puni par la loi ivoirienne. Que nous répond la CEI? La CEI dit, on est en Afrique. Et en Afrique, eh ben, on prend l'acte de naissance d'un parent et puis on va l'utiliser. C'est pas grave. C'est pas bien grave parce que ce qui serait grave, c'est si la personne peut voter plusieurs fois. Mais si c'est une personne qui a juste usurpé l'identité de quelqu'un d'autre et qu'elle va voter sous l'identité de quelqu'un d'autre, ça c'est pas grave parce que c'est pas les mêmes empreintes digitales. Voilà ce que nous répond la CEI quand même. C'est-à-dire qu'elle est en train de nous dire, oui, il y a des milliers de personnes qui commettent un délit, parce que l'usurpation d'identité jusqu'à preuve du contraire, c'est un délit en droit ivoirien. Je n'ai pas parlé en droit français ou en droit américain ou en droit belge. C'est-à-dire la législation ivoirienne condamne l'usurpation d'identité. Et la CEI nous répond, on est en Afrique, c'est pas grave. Si des milliers de personnes utilisent l'identité de quelqu'un d'autre pour se faire inscrire sur la liste électorale, c'est pas grave, parce que de toute manière, elles n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Mais ce n'est pas ça le problème. Par définition, si un individu prend l'identité d'un autre individu pour s'inscrire sur la liste électorale, c'est que lui-même ne remplit pas les conditions pour y figurer. C'est surtout ça le problème. Donc comment vous pouvez... C'est-à-dire la personne... Elle commet un délit d'usurpation d'identité et elle commet une fraude. Parce qu'elle n'a pas à figurer sur la liste électorale. Elle participe à fausser le résultat d'une élection. Et puis toi, la CEI, tu nous expliques, c'est pas grave parce qu'on est en Afrique. Quel mépris. Quel mépris. De la part d'une CEI qui a à sa tête un magistrat.